encore. Alors, j'allais dire, il nous propose un nouveau monde, ou plus exactement, il nous propose une méthode pour aller vers ce nouveau monde. Moi, je ne vous cacherai pas que j'ai eu trois moments où les cheveux me sont levés sur la tête dans ce qu'a dit Pierre Calam, que 3 petits moments. Mais par exemple, quand Pierre Calam a dit, comment tu dis ça, le nouveau vin, on ne peut pas le mettre dans les vieilles outres, je rappelle quand même qu'on ne construit pas une société sur une page blanche, inversement. Donc, à un moment donné, effectivement, je pense que cette idée-là mérite d'être travaillée. Pierre Calam a beaucoup insisté sur l'impact, la place des territoires et en particulier de l'aspect montant de la base et montant vers le haut. Moi, j'ai tendance à penser qu'évidemment, c'est une des choses les plus importantes, mais il y en a aussi une autre, c'est ce qui descend. Et je pense qu'à un moment donné, la vraie vie, c'est quand effectivement des choses descendent d'en haut, des choses montent d'en bas, et à un moment donné, elles se heurtent. Et comme je dis souvent, c'est là que se font les étincelles qui nous permettent d'éclairer l'avenir. Donc je pense que là aussi, il y a des choses à discuter ensemble. Et puis, il a évoqué d'une manière pas diplomatique, mais moi je l'apprécie, c'est la place de l'ESS. Est-ce que c'est l'avant-garde de la transformation ou est-ce que c'est un des principaux piliers de la transformation? Et pour rebondir sur les deux aspects filière et territoire, je pense que, du moins pour ce que j'en connais, sur l'ESS, dans les filières ou les chaînes productives, on a encore beaucoup de progrès à faire, même si au niveau des territoires, on s'aperçoit qu'effectivement, depuis quelques années, il y a des organisations territoriales de l'ESS. Donc je pense qu'effectivement, là aussi, on a plein de progrès à faire et plein de choses à travailler. Bon, moi, je suis que l'animateur, donc je ne vais pas vous raconter ma vie. Par contre, tout à l'heure, j'étais assis à côté de Pascal Canfin et je l'entendais vibrer à tous les propos de Pierre Calam. Donc, ce que je vais lui proposer, c'est pas tout est secret, parce que sinon... donc, si tu veux, enfin, si vous voulez, M. Pascal Canfin, député européen, réagir en 3 minutes, mot en main, hein, sur certains propos de Pierre Calam et ses propositions. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Et je ne vais pas me faire l'avocat de Pierre Calam, parce qu'il fait ça infiniment mieux que moi, de toute façon, mais je pense vraiment pas qu'il y ait opposition entre ce que tu as ressenti comme étant quelque chose qui te faisait dresser les cheveux sur la tête et ce que moi j'ai compris de son discours. J'ai vraiment pas d'opposition, peut-être des nuances comme ça, de détails, mais je pense qu'il y a une matrice qui est vraiment très intéressante, donc peut-être quelques mots de complément, sachant que si j'ai bien compris, là on discute, on essaye de donner un peu de la nourriture à la réflexion générale, et puis après on aura dans le reste de la journée des choses plus concrètes. Je pense qu'on est obligé de s'interroger sur pourquoi nos sociétés se crispent plus qu'encore qu'il y a, je pense, 2-3 ans, sur ce que tu as appelé le monde ancien, et que le monde nouveau, dont l'ESS fait clairement partie, a de plus en plus de mal à émerger. Moi, je vois franchement cette campagne présidentielle en France comme étant un élément plutôt de retour en arrière que on va commencer à penser l'avenir, que ce soit un avenir plutôt de gauche ou plutôt de droite, peu importe. Et on voit bien que les concepts qui sont utilisés, les mots qui ont fait fleurir, ce qui a marqué la campagne, me semble être quelque chose finalement plutôt régressif que le contraire. Et je pense par exemple la question de la démondialisation, le mot même démondialisation, me semble profondément régressif au sens où il nie la complexité que je crois Pierre a largement développée sur le fait que ce qu'il faut penser au contraire, c'est la démondialisation de certaines choses, la démondialisation de certains flux, par exemple des flux énergétiques, des flux commerciaux. Mais en même temps, il faut penser la mondialisation de la gouvernance en matière monétaire, la mondialisation de la gouvernance en matière climatique. Et donc, la question, c'est comment on répond à ce défi qui est de créer plus de mondialisation tout en organisant une forme de démondialisation des flux. Et on voit bien qu'à ce moment-là, on n'est plus du tout simplement dans on va tout démondialiser, on va tout relocaliser, on va tout recentrer. Et c'est pareil pour un territoire. Qu'est-ce que le territoire? Donc, je suis d'accord, un territoire, c'est un projet, c'est pas une entité physique. Et du coup, qu'est-ce que la proximité pour des
des élus et des militants, parce que quand on est élu, on reste militant, comme nous, qui voulons créer cette économie différente. Moi, il me semble qu'un territoire aujourd'hui extrêmement proche de nous, c'est le sud de la Chine. Alors, vous allez me dire, quelle est la proximité avec le sud de la Chine? C'est dans le sud de la Chine, dans la province de Canton, Guangdong, où va émerger ou ne va pas émerger un modèle social avec des conventions collectives, une capacité de syndicats plus libre, plus autonome que le syndicat rattaché au Parti communiste chinois, capable de faire... Voilà. Ce ferment-là, passer d'une société autoritaire avec un syndicat unique qui écrase tous les coups et qui est sur une logique totalement policière, à une vraie discussion sociale parce que le rapport de force locale en termes de main-d'œuvre, de qualification, etc., c'est là que ça se passe. Pour moi, c'est un territoire d'une très grande proximité. Et donc, pourtant, c'est l'autre bout du monde. Voilà. Et donc, je pense que c'est important de penser la notion de proximité et de territoire aussi en intégrant cette dimension-là. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Peut-être deux, trois autres idées encore moins développées. On est d'accord pour dire qu'on est dans un monde fini. Et c'est une révolution depuis Descartes. Jusqu'à la Renaissance, le monde est fini. Il est fini pour des raisons religieuses. C'est l'ordre social est donné, il n'y a pas de liberté individuelle, tous ces concepts-là n'existaient pas. Il y a la Renaissance qui génère ensuite le capitalisme, le libéralisme et le communisme. C'est-à-dire que l'idée que les ressources sont infinies, que l'homme peut prendre son destin en main, etc. La matrice, elle est là. Et aujourd'hui, je pense que tu seras d'accord, on est en questionnement de ça. Et donc on est obligé, si on considère que de nouveau le monde est fini et que pour la première fois, au moins depuis la Renaissance, l'humanité est confrontée à ce défi de la finitude du monde en termes de ressources naturelles, ça ne veut pas dire forcément décroissance et misère demain. Ça veut dire qu'il faut changer de lunettes, c'est-à-dire qu'il faut changer nos modèles économiques, etc. On va en parler. Mais cette finitude du monde nous oblige à penser deux choses en complément de ce que tu as dit. Je pense que ça s'inscrira totalement dans ta logique. C'est l'innovation. Quand le monde est fini et qu'on doit changer, il faut innover, il faut faire du nouveau. Et cette innovation, on sait qu'elle est technologique, mais on sait aussi qu'elle est sociale. Et là, l'économie sociale et solidaire a un rôle déterminant. Et ensuite, c'est le partage. Et effectivement, le partage, il peut s'opérer sur au moins deux formes. Le partage par la force, c'est la guerre, c'est une forme de partage. Je prends tout, t'as plus rien, on a partagé. Et le partage par la négociation, plus ou moins virile mais correcte, on va dire. Et donc, c'est ça l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que la façon dont on pense à gauche, pour faire simple, la question de la mondialisation, donc de l'Europe, des relations qu'on a avec la Chine, qui incarne tout ce qu'on peut dans l'imaginaire, ce qu'on peut mettre derrière les bons côtés ou surtout les mauvais côtés de la mondialisation, eh bien, c'est quelque chose qui est, mon avis, central, même dans la pensée de l'économie sociale et solidaire, alors qu'on pourrait penser effectivement que on est deux univers totalement distincts. Je pense qu'il y a une doctrine à se faire là-dessus, parce que sinon, ce sont aujourd'hui, caricaturant un peu, les concepts de droite dure, voire d'extrême droite, qui gagnent du terrain, parfois même à gauche. Quand on refait le produire français de la part de Bayrou, alors qu'il sait très bien que quand on regarde les circuits économiques, ça n'a pas de sens pour beaucoup de choses. Ça peut avoir un sens pour l'agroalimentaire, par exemple, et pour l'alimentaire, mais pour beaucoup de choses, ça n'a pas de sens. On voit bien à quel point on est en train de perdre la bataille des concepts. Et je pense qu'une fois qu'on a perdu la bataille des concepts et des idées, c'est très difficile ensuite d'organiser le changement social pour que la transition, elle se fasse et qu'elle devienne politiquement majoritaire et culturellement majoritaire. Merci Pascal. Donc, en essayant de partager le temps de manière peut-être pas virile mais douce, je vais donner la parole à Patrick Caner, qui est le président du Conseil général du Nord. Pareil, on essaye de faire 3 minutes de réaction au discours de Pierre Calam. 3 minutes, comme mon collègue vient d'exprimer. Absolument. À l'échelle européenne. Juste, naturellement, mais comme ça va aller, parce que je vous ai remarqué la couleur de mes lunettes, quand même. Donc, c'est impressionnant. Quelques mots. Je n'ai pas entendu complètement le propos de M. Calam au départ, mais j'ai quand même retenu quelques idées dès mon arrivée. Tout d'abord, quelque chose qui m'a fait sursauter, on ne voit pas les résultats à 5 ans. En ce moment, on les voit beaucoup, les résultats.
C'est-à-dire, même à 5 ans, le chaos peut se voir. Même à 5 ans. Vous comprenez bien mon allusion. Il est vrai que sur des logiques de prévention, moi qui m'intéresse beaucoup aux questions de santé, je sais bien que les questions de prévention santé ne se mesurent pas à 5 ans. C'est juste, elles se mesurent à l'échelle d'une génération et de grandes politiques positives doivent mettre du temps pour être réalisées. Par contre, la cata, ça arrive plus vite quand même. Ça, c'est la question de la pauvreté dans notre pays. Je lisais dans le train ce matin un article sur le développement de la pauvreté. Ça, on va très très vite. Donc les effets négatifs se mesurent très très rapidement. Concernant la démondialisation, monsieur le député, vous avez eu raison d'insister sur cette question. Aujourd'hui, malheureusement, on assimile mondialisation et dérégulation. Et il y a une sorte de tromperie sur le sujet. La mondialisation ne doit pas être rejetée en tant que telle. C'est la question de la manière dont elle est menée qui pose question. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il n'y a pas d'assimilation entre mondialisation et gouvernance vertueuse. Je pèse mes mots. La notion de vertu, pour moi, n'est pas un mot ancien dépassé. Donc c'est la dérégulation de la mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, on voit apparaître à droite et à gauche des thématiques qu'on pensait complètement dépassées et qui refont aujourd'hui du nombre, y compris dans les meetings, et à quoi je peux faire allusion en la matière. Donc, je ne suis pas dangereux, j'insiste sur le sujet. Donc, un sujet majeur, c'est-à-dire que l'ESS aujourd'hui va nous permettre peut-être de réfléchir sur un modèle de société avec une préoccupation pour nous élus, 3 élus à cette table, sauf de ma part, c'est comment bâtir une société plus juste dans un monde où aujourd'hui le plus faible considère qu'il n'a plus aucune perspective. C'est ça qui est terrible. On a une forme de désespérance aujourd'hui qui est manifeste chez bon nombre de nos concitoyens. Qui s'est traduit au mieux par, y compris sur le plan électoral, on est dans un débat démocratique, par l'abstention, on le sait bien aujourd'hui, et qui se traduit au pire par un rejet de toute forme de référence à une société organisée. Et j'ai apprécié, M. Calam, vos propos sur la communauté, le fait de devoir impérativement recréer une communauté, c'est-à-dire d'avoir un sentiment d'appartenance en termes de valeurs, vous l'avez dit. Moi, je ne renie pas l'histoire, y compris les origines religieuses. Voilà, c'est un ensemble républicain. Quelque part, on réinvente la République au sens historique du terme, permettre à chacun, y compris dans ses différences, de pouvoir se retrouver dans un ensemble cohérent, vertueux, où chacun peut avoir sa place et une perspective. Et l'ESS, pour moi, en tant que président du Conseil général, mais on y reviendra plus tard, je pense, dans le débat, y compris sur les expériences locales, pour moi, l'ESS fait partie de cette démarche de construction collective où une personne qui n'a plus de perspective puisse se dire, mais j'ai encore une place à défendre pour moi, pour mes proches, pour ma famille, en tant que tel. Donc, on est au cœur, dans ce débat d'aujourd'hui. Je remercie Christiane Bouchard d'avoir bien voulu m'inviter à en débattre avec elle, se voir régulièrement à Lille. Je pense qu'on partage des valeurs très, très proches en la matière. Je pense qu'une collectivité telle qu'un département, alors je vous expliquerai, la plus grosse collectivité départementale de France, et malgré sa lourdeur, malgré ce gros paquebot qu'il est capable d'intervenir sur un champ interstitiel en matière économique avec une philosophie qui n'est pas, j'insiste, que philanthrope, parce que pour nous, il y a création de richesse et donc lutte contre les phénomènes de pauvreté qui pèsent, y compris sur nos aspects budgétaires. Donc, voilà la démarche qui est la mienne en réaction et je pense que j'ai respecté pour moi mes points de vue. Merci. Donc, je pense qu'effectivement, les élus, au moins les 3 qui sont là à la table, et je pense que l'immense majorité, la quasi-totalité des élus qui sont dans la salle, sont convaincus que les élus ont du pouvoir, peuvent agir, peuvent participer à l'évolution de nos sociétés. Pouvoir de nuisance, comme tu disais, pour certains, pas parmi les présents, ça va de soi, mais j'espère quand même. Bon,
Mais en tout cas, pouvoir de progrès. Alors effectivement, certains, comme disait Pierre tout à l'heure, c'est des progrès qui ne se mesurent pas dans les quelques années à venir. Mais moi, mon bilan d'élu, c'est effectivement, on arrive à faire des choses, y compris au sein d'un mandat, qui sont visibles et partageables. Même si ça nécessite effectivement un travail de longue haleine, parce que le paquebot, pour reprendre tes mots, ça tourne difficilement et c'est pas parce qu'on a tourné effectivement un peu la manœuvre qu'automatiquement le cap est changé de suite. Alors tout à l'heure, Pierre Calam nous donnait, je disais, des pistes, même une ou des méthodes. Moi, j'aimerais bien savoir à l'échelle européenne ou à l'échelle départementale, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui a déjà pu être fait, qu'est-ce qui est faisable, pas dans 50 ans, hein, mais aujourd'hui, demain, après-demain, pour effectivement prendre en compte ce que disait Pierre Caram tout à l'heure sur l'importance de la communauté mondiale et de cette fameuse transition, transformation, métamorphose à laquelle beaucoup aspirent, et en particulier quelles actions concrètes on peut mettre en place, quelle politique de soutien à l'économie sociale et solidaire, par exemple, quel soutien à des monnaies, ça a été évoqué tout à l'heure, les clauses sociales ou environnementales dans les marchés publics. Et je pense en particulier à toute la classification des SSIG, SIEG, etc., européenne. Quelle gouvernance, j'allais dire participative, mais je vais me faire discuter, on va dire substantielle, on peut développer. Quelles sont les pratiques éthiques qu'on a déjà mis en place ou qu'on va mettre en place? Monsieur Confin. Alors on va essayer de faire court, de façon à ce qu'après on puisse débattre et que Pierre puisse réagir aussi à tout moment. Si j'ai pris 6 minutes pour la première réponse, j'ai 3 minutes pour la deuxième. Voilà, ça se négocie. On va dire ça. D'abord, je veux dire, moi je suis. Il faut éteindre le micro. Non, il faut qu'il éteigne son micro. D'accord. Voilà. J'espère avoir aussi un pouvoir de nuisance en tant qu'élu. Moi, je m'occupe de la finance. J'espère clairement avoir un pouvoir de nuisance. Et donc, je n'opposerai pas les deux. Comment répondre à cette question en 3 minutes? Alors, de manière très pointilliste, on va dire. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, une directive européenne qui va mettre en place un fonds européen pour l'entrepreneuriat social. Donc, qui va pour la première fois autoriser des investisseurs à flécher leur investissement dans un fonds qui sera pour plus de 70%, tel que c'est écrit pour l'instant dans la directive, doit être consacré à des investissements dans l'entrepreneuriat social. Et vous imaginez bien que les débats éternels qu'on a sur comment on définit l'entrepreneuriat social, les finalités, les statuts, enfin, tout ça, ça se retrouve au niveau européen. Donc on est en plein dedans, puisque c'est en ce moment en négociation au Parlement européen et entre les États, de savoir comment on va doter, gérer, flécher ce nouveau fonds européen pour l'entrepreneuriat social. Mais je vous invite évidemment à vous intéresser à cette question. Moi, je suis en contact direct, par exemple, avec France Active en France pour essayer de travailler techniquement, on va dire, là-dessus, mais j'invite évidemment tous les élus locaux à se saisir de ce point-là. Deuxième élément, puisque tu m'y invitais, les services d'intérêt général, c'est aussi un sujet que je suis de près au Parlement européen. Je constate que les réformes qui sont en cours, donc la réforme de fin 2011 et la deuxième réforme qui arrivera sans doute avant l'été 2012, et qui change les règles qui régissent depuis plusieurs années la capacité des collectivités locales à financer les services sociaux ou les services d'intérêt général, va dans le bon sens. C'est une réforme qui n'est pas évidemment la réforme qu'on aurait souhaitée, mais qui va dans le bon sens, dans la mesure où elle va, grosso modo, faire deux choses. Normalement, sécuriser le cadre juridique et donc éviter la dérive actuelle telle qu'on me l'a décrite. Moi, je ne suis pas élu local, mais on m'a décrit que ce soit les associations, que ce soit les élus locaux qui disent maintenant, comme ce n'est pas très sûr, on ne sait pas si c'est des aides d'État, si on a le droit de subventionner, donc on fait un marché. Et on sait très bien que le marché public n'est pas la forme la plus adaptée pour répondre à une innovation sociale, à ce dont on parle. Et donc le nouveau cadre juridique européen, normalement, devra être plus sûr et donc plus utilisable par vous. Et puis deuxièmement, il va être plus lâche, on va dire, plus souple, moins contraignant, moins regardant pour les petites subventions
Ce qui fait que et le principe de proportionnalité a été acquis, c'est-à-dire on emmerde moins les petits, mais par contre on commence à regarder vraiment les gros. Et je pense que la Commission européenne a tout à y gagner, à la fois en termes de charge de travail, de caractère opérationnel du droit européen et de légitimité et d'image. Dernier point, c'était, voilà, je mettais 3 éléments en avant, c'est la question du commerce international, parce que le débat change. Vous allez me dire, on est loin, mais non, encore, je pense que c'est complètement la question de la mondialisation des territoires, de la proximité. On voit dans la campagne présidentielle française, mais c'est pareil ailleurs, que c'est un sujet structurant du débat politique aujourd'hui. Le débat, la façon dont le débat se pose en Europe sur la mondialisation, il faut avoir conscience que c'est extrêmement différent de la façon dont ça se pose en France. La France est le pays du monde qui a le taux d'opinion négative sur la mondialisation le plus élevé. C'est totalement différent aux Pays-Bas, c'est totalement différent en Allemagne, c'est totalement différent dans les pays d'Europe de l'Est. Bon. Et donc, on voit bien que si on veut négocier des choses au niveau européen pour changer les règles actuelles, il faut être ferme sur ses fondamentaux, mais il faut être en capacité d'être ouvert et de comprendre les logiques des autres. Parce que nous, on a l'impression d'être perdants à la mondialisation. Les Pays-Bas et l'Allemagne ont l'impression d'être gagnants à la mondialisation. Et donc, évidemment, ça change un peu la façon dont on voit le problème. Et les 2 points de compromis possibles que je vois sur ce sujet-là, c'est la réciprocité. Donc, même Sarkozy en a parlé, en disant, en faisant une logique martiale, en disant si ça ne se fait pas, je sors. Bon, moi j'aurais bien aimé que pendant 5 ans, il fasse monter la pression plutôt que de dire tout d'un coup, si ça ne se fait pas dans 3 mois, je sors. Bon, c'est du grand n'importe quoi, mais ça, ce n'est pas le débat. Et sur le fond, je pense qu'on tient quelque chose qui est intéressant et acceptable pour être majoritaire. Encore une fois, c'est ça l'enjeu. La réciprocité, ça va dans dire je n'ouvre plus mon marché si toi ne l'ouvres pas, mais ça doit aussi aller dans l'autre sens. C'est-à-dire si tu ne l'as pas ouvert, je ferme le mien. Et c'est là où il y a la bataille avec les plus libéraux en Europe qui ne voient la réciprocité que dans un sens, pour l'ouverture. Nous, on la voit aussi pour la fermeture si jamais ça ne fonctionne pas. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'accès qualifié au marché. C'est-à-dire que c'est le compromis entre libre-échangisme et protectionnisme. C'est-à-dire de dire, vous pouvez aux entreprises, vous pouvez produire où vous voulez, mais si vous voulez vendre chez nous, vous devez respecter un certain nombre de normes, des normes sociales et des normes environnementales. Les normes sociales de base, c'est la Convention internationale de l'Organisation internationale du travail. Les normes environnementales, ça peut être soit les normes internationalement reconnues, soit les nôtres. Et là, l'Europe le fait. Elle le fait de plus en plus. Et ça me semble être un excellent outil opérationnel pour changer les règles chez les autres, notamment en Chine, mais sans avoir de conflit de souveraineté qui ferait qu'on aurait une guerre commerciale, ou voire plus. Et je crois, voilà, l'Europe est évidemment le seul lieu où on peut construire ce rapport de force, parce que le marché européen est le premier marché du monde, et que du coup, quand on est le premier marché du monde, c'est peut-être pas glamour, mais quand vous parlez à des multinationales, ça leur parle. Et donc, aucune entreprise mondiale, aussi puissante soit-elle, ne peut se passer du marché européen. Et donc là, on a un rapport de force, et je pense que cette idée, elle est en train de progresser. Et pour conclure, c'est évident que la double alternance en France en 2012, en Allemagne en 2013, est déterminante, parce que ces concepts-là seraient alors portés par le gouvernement français et par le gouvernement allemand, et évidemment, on a là un braquet efficace et substantiel, pour reprendre le mot de Pierre Calam, pour changer les choses. Oui, changer, je suis pour. Naturellement, on a là l'exemple même d'une mondialisation organisée, maîtrisée, régulée de manière vertueuse, avec des valeurs. Donc, je vais rapprocher. Je pense que c'est un élément majeur de réflexion politique qui vient d'être amené par Pascal. Au niveau d'un département comme le Nord, donc là on passe d'une échelle supranationale à une échelle infranationale. Département du Nord, tout d'abord, il y a quelques symboles que j'ai souhaité mener. Moi, je suis président depuis peu de temps, depuis 1 an, presque exactement jour pour jour. On a souhaité notamment créer un poste de conseiller général délégué aux économies plurielles. Il est dans la salle, mon cher Jacques Parent, ici, bien connu dans le secteur. On est inscrit dans le schéma régional de développement économique qui est porté par la région dans le cadre de ses compétences ici de 2004, et la région a créé un plan régional de développement de l'économie sociale et solidaire, APRDESS, et le département, sans redondance, a pris sa part
à l'intérieur de ce PR2SS. J'y reviendrai si vous le souhaitez ou si j'en ai le temps à l'instant. Notre démarche n'est pas une démarche, je reprends l'expression de tout à l'heure, philanthropique. Je le dis très simplement, parce que nous avons dans le département du Nord des phénomènes d'accentuation de précarité. Je vous donne quelques chiffres. Plus gros département de France, taux de chômage 12%, 150 000 locataires du RSA. La dépense sociale sur le RSA représente aujourd'hui 540 millions d'euros. 540 millions d'euros en allocation, avec naturellement, mais ça c'est pas une surprise, une absence de compensation de la part de l'État, puisque tous les ans il nous manque 110 millions d'euros. Pourquoi je vous donne ce chiffre? C'est parce que 110 millions d'euros, c'est 100 fois plus que le budget que le département du Nord consacre à l'économie sociale et solidaire. On pourrait en faire des choses. Et en même temps, cette somme sur un budget global de 16 millions d'euros consacrée au développement économique porté par le département, mais attention à ces 16 millions d'euros, il faut y rajouter les 400 millions d'euros d'investissement que porte le département, donc ça c'est des milliers d'emplois. Si j'y rajoute le financement des associations qui gèrent des équipements sociaux et médico-sociaux, on est à plus de 10 000 emplois. Donc voilà, il faudrait consolider de manière analytique tous ces budgets pour montrer que on va bien plus loin que le million, un peu plus du million que nous consacrons spécifiquement à l'économie sociale et solidaire dans le cadre de nos politiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que 1 million, ça peut rapporter gros. Et que aujourd'hui, quand je dis l'économie sociale et solidaire, en dehors des grands concepts philosophiques qui nous réunissent, je pense, ce sont des emplois qualifiés, pérennes, non délocalisables, ça parle. Ça parle beaucoup sur les bancs du Conseil général. Parce qu'on considère que nous sommes là devant des emplois qui tournent le dos, même si moi je n'ai pas peur du mot, à cette notion d'assistanat qui aujourd'hui est mise en valeur, entre guillemets, pour des raisons purement électoralistes. Donc, on est engagé en tant que collectivité territoriale de manière volontariste, et j'insiste là-dessus, parce que ce qui est en train de se passer au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire, outre naturellement une stigmatisation politicienne que vous connaissez, si j'y rajoute l'asphyxie financière et l'assèchement fiscal, dans un contexte de réforme territoriale du 16 décembre 2010 qui supprime en 2015 la clause générale de compétence qui permet à une collectivité, quelle qu'elle soit, de pouvoir agir sur un domaine qui n'est pas spécifiquement le sien, eh bien, on est en train de tuer la capacité d'élus locaux ayant une proximité avec et une connaissance des besoins, on est en train de tuer leur capacité à pouvoir intervenir sur un champ qui n'est pas automatiquement le leur. Et moi, je le dis très simplement, je ne crois pas au hasard en politique, cela relève d'un calcul idéologique, une volonté idéologique de la part de l'actuel gouvernement qui considère que tout ce qui ne sera plus fait en direct par le service public ou par les partenaires du service public, par la masse de ce désengagement, représente un marché potentiel pour le secteur lucratif. J'en suis intimement convaincu, je ne crois pas au hasard. On a parlé des services sociaux d'intérêt général. La position de la France sur le secteur de petite enfance est manifeste. Et on aurait pu, dès le paquet Monticross, et dans le cadre de l'arrêt Altmark, on aurait pu bloquer la lucratisation, la marchandisation du secteur de la petite enfance dans notre pays. On ne l'a pas fait. Donc on est bien dans une logique idéologique. Et d'ailleurs, je regrette, alors c'est un peu compliqué, c'est vrai, à l'arrêt Altmark, paquet Monticross, paquet Almundia Barnier, bon, ça fait peur. Je ne suis pas député européen, mais ça fait peur quand même. Mais ce serait un formidable thème de campagne. Certains le portent, ou certaines, avec le succès qu'on sait. Mais il faut qu'on puisse être pédagogue avec nos concitoyens sur les risques qui pèsent sur eux. Alors on s'écarte un peu de l'ESS, mais peu importe, sur les risques qui pèsent sur eux aujourd'hui d'une cassure avec un modèle d'intervention publique, associative, économique
vertueuse et donc à une forme de marchandisation globale des services. Et ça, c'est très, très grave, à mon avis, par rapport à ce qui est en train d'être mis en valeur, et je le pense de manière cynique, de manière organisée cette fois-là. Merci Patrick. Pierre Calam a sûrement 1 milliard de choses à nous dire, donc moi je propose qu'on profite de sa présence. J'ai bien dit profiter, hein. Je suis pour le profit, de façon à ce que tu puisses réagir à ce que tu as entendu, et ensuite on fera un débat avec la salle. Bon, j'étais passionné, j'ai pris beaucoup de notes. Il y a des choses sur lesquelles on peut répondre une seconde, d'autres choses sur lesquelles je pourrais juste mettre des titres, si vous voulez. Mais commençons par les choses sur lesquelles on peut répondre une seconde. Évidemment, pour reprendre ce qu'a dit Philippe Chenot, on ne fabrique pas une société à partir d'une page blanche. Toutes nos réflexions sur la gouvernance, avec l'Asie, avec l'Amérique latine, avec l'Afrique, c'est bien au contraire qu'une gouvernance est légitime que si elle est appropriée par une société. Par contre, il n'en reste pas moins que la question, dans une transition, comment on explore la diversité des possibles, comment on rouvre les fenêtres, est une question absolument essentielle. Et donc de dire, reconnaître que l'État, par exemple dans le cas de la France, est une réponse datée dans le temps, etc., et qu'on a le droit et le devoir de l'interroger, ça n'est pas prétendre écrire sur une page blanche, c'est véritablement ouvrir les perspectives. Sur la question du désintéressement et des délais, juste rappeler, puisque ça a été évoqué par Patrick Camer, le temps pour démolir n'est pas le même temps que pour construire. Hein. N'importe quel ingénieur ou architecte ou constructeur vous le dira. Bien sûr qu'on peut démolir quelque chose très, très vite, faire émerger des perspectives nouvelles partagées par une société, ça c'est très long. Je continue à le maintenir. Troisième point, sur les cycles d'une société, puisque a été repris le thème comment on refonde la communauté, comment on repense tout ça. Ce qui me frappe dans nos rythmes démocratiques est à quel point ils aplatissent le temps. C'est-à-dire que c'est un rythme de 5 ans, voilà, renforcé par la concomitance maintenant des élections législatives et exécutives, que personnellement je déplore. Mais bon, c'est mon point de vue personnel. Or, quand vous regardez les enjeux d'une société ou quand vous regardez une organisation, le temps n'est pas du tout linéaire. Il y a des moments de fondation, de refondation, il y a des moments d'élaboration d'orientation stratégique, il y a des moments où on met en œuvre. Et le contraste entre, par exemple, dans une fondation comme la nôtre, on dit il y a un cycle de la vision qui est de 30 ans, c'est que tous les 30 ans, il faut qu'on se réinterroge complètement sur qui on est, sur notre aide, sur notre place dans la société, etc. Puis il y a un cycle des orientations de 10 ans, et puis après, il y a un cycle de mise en œuvre des orientations. Or, cette différenciation des temps n'existe pas dans notre temps politique. Or, nous sommes rentrés dans une période où il faut travailler sur la refondation des communautés, et ça demande des méthodologies tout à fait différentes. Alors, tout à l'heure était demandé est-ce qu'il y a des méthodologies, ce serait trop long de répondre, mais la réponse est oui. La réponse est oui. Il y a des manières de faire pour repartir, faire confronter les différents acteurs, ça prend du temps, j'en décris un certain nombre d'exemples. Dans le livre sur Sauvons la démocratie, parce que j'avais le souci de rentrer dans les propositions, je décris 6 principes qu'on a déjà testés. Ils ne sont pas miraculeux, mais qui permettent de faire. Par rapport à ça, je voudrais insister sur la fractalité. Excusez-moi ce terme barbare, c'est-à-dire sur le fait que ce qui se joue à petite échelle a une signification par rapport à ce qui se joue à une autre échelle. J'en prendrai 2 exemples. Le processus par lequel un territoire, une ville, reconstruit son sens de l'être ensemble est du même type de processus que quand on le joue au niveau mondial. Et donc, les questions d'apprentissage, là, sont très importantes. De même, la question de la gouvernance à multiniveau, comme on articule à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une ville, différents niveaux, comme on les fait travailler ensemble, quand on les fait coopérer, vous retrouvez exactement le même problème au niveau mondial sur comment on passe de Nations Unies où 193 pays sont censés être sur le même plan,
ce qui veut dire que tout ça ne peut plus fonctionner, à un rapport entre régions du monde, comment est-ce qu'on construit la gouvernance mondiale en gouvernance à multiniveaux. Ce parallélisme des processus à différents niveaux est extrêmement important, y compris pour vous, c'est-à-dire y compris pour dire ce que vous inventerez au niveau local a une pertinence, y compris à d'autres échelles, ça me paraît fondamental. De ce point de vue, moi j'ai été très intéressé, voire fasciné par les états généraux de l'économie sociale et solidaire, et surtout par la multiplication des cahiers d'espérance. C'est-à-dire tous ces gens qui ont pris la plume pour dire, moi voilà comment je crois il faudrait faire, si vous voulez. On voit une capacité au niveau local, et d'après ce que j'ai pu en voir, c'est justement autour de ces pôles territoriaux qu'on peut construire, une force de proposition. En ce qui concerne mondialisation, les mondialisations, je rejoins totalement ce qu'a dit Pascal Canfin. Simplement pour rappeler qu'il y a un espace d'exploration tout à fait majeur qui est comment on articule différents niveaux d'échange. Le problème n'est pas de dire on va se replier sur des circuits courts. Si vous analysez en détail la question des circuits agroalimentaires, bon, il y a des cas où circuit court, ça veut dire plus de consommation d'énergie que d'acheter à 10 000 km de là. Donc il y a plein de foutaises, il y a plein d'approximations, si vous voulez. Il n'empêche que le droit de mettre en rapport au niveau local, et c'est l'objectif notamment des monnaies solidaires, des bras ballants et des besoins non satisfaits, toute gouvernance mondiale qui interdirait ça, comme le tend à le faire le néolibéralisme, est une gouvernance illégitime. Donc on a à revendiquer la légitimité de s'organiser à différents niveaux. Et ça oblige une réflexion, ce serait trop long à discuter ici sur la monnaie. Il n'y a tout simplement aucune traçabilité aujourd'hui des flux d'échange. Au niveau territorial, vous ignorez tout des flux qui vous traversent. Parce que tout étant monétarisé, il n'y a aucune traçabilité ni de l'énergie, ni des ressources naturelles, ni du travail humain, ni de ce qui se circule au niveau local, ni de ce qui s'échange au niveau mondial. Dernier point, qu'est-ce qu'on peut négocier? Pascal Canfin a évoqué un certain nombre de points très intéressants. Effectivement, c'est au niveau de l'Europe aujourd'hui qu'il faut mener la bataille conceptuelle et institutionnelle. C'est notre espace, il a raison de dire, c'est de très loin le plus grand marché mondial. C'est malgré tout ce qu'on l'anglo-saxon appelle un soft power, c'est-à-dire que la manière dont on a construit pacifiquement le dépassement des souverainetés est unique au monde. Je travaille beaucoup avec la Chine, ça fascine la Chine, on la fait rire en tant que hard power, on n'a pas de pouvoir militaire, on ne sait pas décider, on est lent, etc. Ils ne nous comprennent pas du tout sur ce plan-là. Mais ils sont totalement fascinés par le processus historique d'intégration. Donc l'Europe a énormément à dire au monde, et c'est à travers le débat avec les autres Européens, d'où l'importance des réseaux européens de l'économie sociale et solidaire, qu'on peut valoriser de nouveaux concepts. Par exemple, c'est par le biais du Comité des régions et son livre blanc sur la gouvernance à multiniveau qu'on a légitimé une réflexion qui me paraît essentielle sur l'articulation des niveaux de gouvernance. Il y a des combats conceptuels absolument fondamentaux à ce niveau. Qu'est-ce que l'Europe peut porter par rapport à la mondialisation? J'ajouterais simplement à ce qu'a dit Pascal deux choses. La charte des responsabilités universelles, qui rejoint la question des multinationales d'ailleurs, c'est-à-dire comment on construit du droit international pour que les acteurs assument leurs responsabilités, assument leur impact. Et ça, c'est un combat que peut mener l'Europe. Et la deuxième chose, c'est sur les filières durables. J'ai été frappé, j'étais à Hong Kong l'an dernier pour la création d'un forum vert chinois, d'entendre un haut fonctionnaire du ministère du Commerce extérieur chinois dire très clairement et en public, nous allons vers des filières durables, la Chine doit s'y préparer. C'est autour de ça que s'organisera le commerce international. En d'autres termes, là où nous voyons encore des impossibilités, eux comprennent très bien le sens de l'histoire et qu'on va vers ça. Et donc, resituer l'économie sociale et solidaire dans une réflexion sur la question des filières durables est une manière de la faire participer au grand vent de l'histoire. Merci Pierre Calam. Donc,
même si le mot d'économie sociale et solidaire n'est pas prononcé toutes les 15 secondes, je pense qu'on est au cœur de cette économie, puisque quand on parle d'économie d'intérêt général, quand on parle de clauses environnementales, sociales, quand on parle effectivement du développement dit durable, etc., quand on parle d'un délégué aux économies plurielles ou des réseaux européens ou même mondiaux de l'économie sociale et solidaire, je pense qu'effectivement, on est plein pot dans les sujets qui nous passionnent sur l'économie sociale et solidaire. On a entendu plusieurs niveaux intervenir, plusieurs niveaux de collectivité intervenir, donc maintenant la parole va vous appartenir. Donc ça serait bien qu'effectivement il y ait des interventions du niveau local, communal, régional, départemental, national, etc. On vous propose un système suivant, 3 interventions ou 3 questions courtes, et puis ensuite réaction à la tribune. Donc quand vous intervenez, vous nous dites qui vous êtes, d'où vous venez. Normalement, il doit y avoir un micro qui circule. Bon. Donc, si vous voulez intervenir, comme d'habitude, vous levez la main et on vous fait passer le micro. Sinon, on va boire un coup. Ça y est. Pierre Ghislain, je vais lancer ça. Vous êtes de quel... Pierre Ghislain, je suis de la communauté d'agglomération de Niort. Donc, historiquement, une terre d'économie sociale. Pour faire court sur Brongniart, il y a des idées excellentes qui sont nées et qui ont aujourd'hui une application sur le terrain. C'est les pôles territoriaux de coopération économique. À tel point que moi, j'étais, il y a quelques années, un supplétif économique. C'est-à-dire que j'apportais aux entreprises des aides, l'accompagnement ou des choses comme ça. Aujourd'hui, avec cette idée d'aider à la coopération ou de repérer les coopérations d'entreprise, on est justement dans des méthodes qui diffèrent complètement de nos logiques locales. En un mot, pour faire court, j'étais un apporteur de finances ou d'accompagnement de gouvernance ou d'accompagnement de technicité. Aujourd'hui, je suis plus un vagabond de territoire pour repérer ce qui marche et le renforcer. Et en partant, c'est là toute la force de l'économie sociale, en partant de l'idée de coopération. Aujourd'hui, on va bien plus loin. C'est-à-dire que sur Niort, il y a 2 filières, on va dire, qui sont fortes derrière les mutuelles, puisque les mutuelles sont des gros consommateurs. C'est les SS2I, et qui jusqu'à alors n'étaient pas du tout reconnus, puisqu'elles étaient simplement des fournisseurs, et les entreprises créatives et culturelles. Aujourd'hui, je suis rentré dans une logique, et j'arrête, simplement de coopérer sur des domaines filières. Donc, l'idée de Brongniart, on peut l'appliquer directement sur une économie vue d'une façon beaucoup plus large. Merci. Merci. Qui souhaite intervenir? Merci. Donc, Jacques Parent, je suis maire de Merville et conseiller général délégué. Effectivement, l'économie est plurielle. Il n'y a pas que le privé dans la vie, il n'y a pas non plus que le public. Et l'économie sociale et solidaire est fondamentale. Mais l'économie traditionnelle progresse beaucoup. Par exemple, en Flandre intérieure, où je travaille, une entreprise traditionnelle de bâtiment s'associe avec un groupe d'insertion ID. On est en train de créer une entreprise d'insertion sous forme d'SARL. On partage ensemble le capital, le privé et l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que moi, je partage complètement ce qui a été dit tout à l'heure. C'est un élément novateur, fondamental. Ce n'est pas l'élément central. L'économie est plurielle. Un témoignage dans le Nord, Patrick Henner a lancé quelque chose de formidable et de fondamental dans la relation du Conseil général avec ces territoires, la contractualisation. Et au sein de cette contractualisation, diagnostic partagé d'un territoire, action commune à mettre ensemble, bien évidemment, l'économie sociale et solidaire est quelque chose de fondamental. Et ça a bien été dit tout à l'heure en termes de capacité à inventer des réponses nouvelles face aux enjeux d'un territoire. Je voulais aussi ajouter que localement, comme d'ailleurs au niveau du département, on a absolument nécessité à consolider
En tant que maire de Merville, régulièrement, j'ai créé un groupe qui s'appelle Développement social local, en mettant autour de la table tous les 3-4 mois. RTES en a d'ailleurs fait un petit article et je les remercie. Ça permet de diffuser de l'information sur l'ensemble de notre territoire. On met autour de la table les élus, le CCAS, les associations, et on réfléchit à ce qui peut être fait dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et en même temps de comptabiliser tout ce qui se fait au niveau du département. Quand Patrick citait des chiffres dans le champ économique, au sein de ce champ économique, il y a beaucoup de choses qui se font au titre de l'économie sociale et solidaire. Pareil, au sein je dirais, secteur de la solidarité, de l'insertion, etc., on a, nous, au niveau du département, un vrai travail à faire. Enfin, on travaille beaucoup entre départements, département du Nord et du Pas-de-Calais. On travaille ensemble au sein du PRDESS et mes collègues de la région sont présents. On se voit, on travaille, on réfléchit. Et moi, j'ai la chance d'être dans une communauté de communes à cheval sur le Nord et le Pas-de-Calais. Le président du Pilet est venu signer très récemment la contractualisation pour les communes du Pas-de-Calais dans la communauté de communes. Bientôt, on va signer la contractualisation côté Nord. Et on s'est dit que dans les territoires, il faut qu'on passe à une contractualisation avec une signature territoire EPCI, plus région, plus département du Nord, plus département du Pas-de-Calais. Je suis absolument contre le conseiller territorial. C'est du grand n'importe quoi, c'est complètement illusoire de penser qu'on va faire des économies, mais je suis absolument pour, dans les territoires, une meilleure synergie région-département. Bonjour, Jean-Marc Brûlé, conseiller régional d'Île-de-France et président de l'atelier Centre de ressources régionales de l'ESS en Île-de-France. Juste une question à Pierre Calam, c'est quoi une filière durable? On va parler 2 fois, donc. Bon. Tu commences? Oui. Par rapport à propos de Jacques Parent, je vois ses paroles, mais c'est normal, il est conseiller général grâce à moi. Si je l'ai choisi, c'est que c'est un bon. Donc, je plaisante naturellement, mais je sais son investissement et surtout son implication locale. Je pense que. Et je voudrais, à partir de son exemple, rebondir sur ce qui a été évoqué sur Niort. La coopération, que moi j'appelle la co-construction. Alors je sais bien que c'est peut-être sémantique, mais ça n'est pas neutre parce que dans une co-construction, on reconnaît même aux petits le droit de pouvoir participer à la création collective. C'est donc un choix là aussi très important sur le plan politique. Et cette idée de co-construction, nous l'avons mis en œuvre dans le département du Nord, par exemple sur la création d'une notion qui est celle de l'assiette solidaire. Nous avons 57 000 collégiens qui mangent tous les jours dans les restaurants scolaires du département. Et sur 6 collèges, sur 6 sur 200, on a encore de la marge, nous avons donc décidé de lancer une expérimentation d'assiette durable permettant de mixer qualité de la nourriture, qualité de la fabrication, qualité aussi de l'approvisionnement sur les circuits courts, mise en œuvre d'une charte presque éthique avec les agriculteurs, pas d'ailleurs automatiquement liée aux produits bio, puisque dans le département du Nord, il y a moins de 1% de la surface agricole qui est bio, ce qui signifie qu'elle est incapable aujourd'hui de répondre à la demande des dizaines de milliers de consommateurs dans les restaurants scolaires du département. Donc, une démarche de co-construction entre le monde économique et agricole, le client qui est le département, mais aussi les enfants qui sont acteurs de cette assiette solidaire. Donc, cette co-construction, aujourd'hui, elle est créatrice de richesses et elle part du terrain. Et pourquoi j'évoque cet exemple? C'est parce que je suis très inquiet aujourd'hui du développement de la révision générale des politiques publiques qui aboutit à la notion d'appel à projet. L'appel à projet, c'est une volonté de réguler par le haut de manière absolument autoritaire,
autoritaire, pour des raisons comptables, la réponse publique, quitte à sacrifier l'émergence des besoins et la reconnaissance des besoins au plan local. Et aujourd'hui, en matière de santé, avec l'ARS, qui est pour moi une forme de recentralisation dans notre pays des questions de santé, on voit bien que c'est un conclave de quelques spécialistes qui vont définir les besoins de la population sans que celle-ci puisse contribuer à l'élaboration de ses propres besoins. Et je trouve que c'est très grave sur un plan là aussi idéologique. On est en train de tuer la force, notamment des partenaires locaux. Et donc je suis très intéressé par ces pôles territoriaux qui sont complètement à l'inverse de cette démarche politique aujourd'hui, qui est liée à des aspects comptables que je combats, comme beaucoup, je pense, dans cette salle. Remarque brève et puis un peu plus longue pour répondre sur les filières durables. Premièrement, l'importance des mots pour le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain qui ont une potentialité formidable, bien plus forte que ce que ces initiateurs imaginent, parce qu'on n'arrive pas à les désigner, sur quoi on est en train de progresser. Je trouve que Patrick Camet en a donné un exemple très intéressant en disant, parlons pas seulement de contractualisation, mais de co-construction du bien public. En apparence, on a juste changé le mot pour décrire ce qui avait été un accord. Bon. Mais, changeant de mot, on dit, ça, on touche une question fondamentale de la gouvernance. Comme disent un proverbe africain, on ne ramasse pas une pierre avec un seul doigt. Pas possible de produire du bien public avec du service public uniquement. Il faut absolument apprendre les modalités de co-construction. Et à ce moment-là, l'idée de contrat, c'est juste une dimension qui va obliger à réfléchir à ce moment-là à la co-responsabilité, à ce qu'on entend par responsabilité. Donc si on regarde ça d'un peu plus haut, je crois que ça va donner une nouvelle perspective. De même, d'évoquer la coopération entre entreprises, qui est un exemple très intéressant. Si on se rend compte que ce qui est le plus important dans un territoire, c'est le capital immatériel. Ce n'est même pas le capital naturel, le capital matériel ou la somme des compétences des uns et des autres. C'est la capacité à mettre ça en synergie. C'est ça le capital immatériel. À ce moment-là, ça amène à se dire, bon, au-delà de ce travail concret de coopération entre entreprises, comment je progresse dans cette construction? Et encore une fois, ce qui me frappe dans l'ESS, c'est que son potentiel est considérable dans ce domaine. Ça fait partie des espaces où, avec la crise de l'État-providence, on montre la capacité à inventer. Donc, mais désignons ça comme une invention essentielle. Tant que ça reste à l'état de dire je fais de l'insertion, on reste dans le supplétif. Si on dit non, non, l'enjeu du XXIe siècle, c'est de construire ce capital immatériel, j'en suis une branche et je suis capable de le décrire, ça donne une force pour porter à d'autres niveaux que le local. Troisième chose sur l'échange d'expériences, vous m'excusez, c'est un de mes dadas. Je pense que les mouvements de l'économie sociale et solidaire échangent bien sûr d'expériences, mais ne construisent pas suffisamment de savoir à partir de cet échange. Ne l'organisent pas assez dans la durée. Or, ma thèse méthodologique, c'est quand on veut inventer, il n'y a que deux solutions, qui est dégager les principes généraux par l'approche comparative et se déprendre de l'idée que les choses sont évidentes, intemporelles, etc., en revenant aux conditions dans lesquelles elles ont été construites. Et il y a véritablement, dans la manière de reconstruire la politique, une manière de construire du savoir à partir des champs d'expérience, pour lequel l'ESS a un potentiel formidable, qui, selon moi, est exploité qu'à 5%. Ça commence avec la banque, déjà par la banque de données sur l'initiative sociale et solidaire, la BDIS, déjà qu'on puisse recenser. Mais au-delà du recensement, après, il y a tout le travail d'analyse d'expérience pour construire du savoir et de la proposition à un autre niveau. C'est une des conditions pour sortir du supplétif. Alors, sur une filière durable,
dans l'absolu, on peut définir une filière durable comme un processus de production et de consommation qui, s'il était généralisé, continuerait à respecter d'une part les limites de la planète et donc aurait une triple cohérence sociale, écologique et économique. Alors, avoir déjà ça, si vous voulez, en perspective de dire c'est ça qu'on a à construire, ça, après, ça se décline en éléments concrets. D'abord, la question de la co-responsabilité des acteurs de la chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Sherpa sur la question de renforcer la responsabilité des acteurs internationaux. Toute la question de savoir quel est le degré de responsabilité des firmes dominantes vis-à-vis de leurs sous-traitants ou vis-à-vis des filiales dominées stratégiquement mais juridiquement indépendantes est une question absolument essentielle. Pour l'instant, même les très grandes entreprises ne maîtrisent qu'une partie de la filière. Donc, dire filière durable, ça veut dire on va construire un nouveau type d'acteurs économiques par partenariat et co-responsabilité entre ces différents acteurs. Ça a une troisième conséquence qui est la traçabilité. Ça implique de construire la traçabilité en termes de conditions sociales de production, mais aussi en termes de consommation d'énergie et de ressources naturelles. Pour l'instant, il n'y a rien qui le somme. Et vous savez très bien que, par exemple, quand on parle des consommations énergétiques en Europe et en particulier en France, si on s'intéresse qu'aux consommations apparentes, on manque l'essentiel. Ce qu'on appelle les consommations cachées, notamment d'énergie, c'est-à-dire ce qu'il a fallu comme énergie pour produire les biens qu'on consomme, c'est 30% de notre consommation totale d'énergie. Et on comprend bien pourquoi, du coup, le débat sur la taxe carbone s'est pris dans un cercle vicieux. Parce que si on excluait cette consommation cachée d'énergie, on faisait de la fausse durabilité. Donc ça implique à ça. Au point sociopolitique, ça implique, et c'est l'expérience par exemple qu'on a dans le domaine de la banane, c'est notre précurseur, si vous voulez, des filières durables, ça implique un forum multi-acteurs où soient représentés aussi bien les syndicats agricoles de la production que la grande distribution qui maîtrise 80% de la consommation de bananes en Europe, par exemple. Donc comment on construit ça? Et enfin, comment on construit ensemble un label autour d'une filière durable? Je prends l'exemple de la pêche, qui est un exemple extrêmement intéressant. On a une floraison de labels dits de pêche durable, qui souvent ne visent que des types de poissons. C'est la question de la surpêche de tel ou tel poisson. Mais c'est un petit aspect de l'équilibre des océans. Il faut qu'on réintègre l'ensemble de la gestion de l'écosystème. C'est le travail de filière. Donc il y a de filières multi-acteurs, donc il y a un processus d'invention collective en œuvre aujourd'hui. De même, si on regarde, puisque c'est évoqué, la question très intéressante, très importante, de l'alimentation des villes, qui représente une part importante de la consommation d'énergie et de ressources naturelles. Il y a tout un mouvement européen puis international autour de la ville qui mange pour réfléchir de près aux chaînes, pour réfléchir au rôle de la restauration collective, écoles, hôpitaux, maisons de vieux. Les collectivités territoriales ont un levier sur la transformation des systèmes agroalimentaires phénoménal, pas seulement sur des circuits courts. Et ça implique de dire, voilà, comment je pense la question de la filière durable. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a encore des interventions? On a 5 minutes. Hein. Ceux qui veulent intervenir, vous levez la main, comme ça on se compte. 1, 2. Voilà. C'est bon? Oui, bonjour, Claude Alfandéry. Je voudrais revenir une seconde sur ce problème d'alternative. Je pense aussi
comme l'a dit Pierre, je crois que c'est plus un cheminement vers une économie plurielle. Pourquoi? Et c'est un cheminement qui ne se situe pas de la même façon à tous les degrés. Je pense que dans les territoires, c'est plus une alternative qu'au niveau de l'État ou au niveau de l'économie mondiale. C'est vraiment dans les territoires que se prépare progressivement une économie où l'économie solidaire, sociale et solidaire ait toute sa place. Alors, à mon avis, pour le progrès, c'est tout de même essentiellement lié au progrès de la gouvernance. D'abord, la gouvernance au sein même de chacune des expériences d'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas évident que toute structure d'économie solidaire soit parfaite du point de vue de sa gouvernance. Pardon? Oui. En plus, c'est pas évident qu'entre les initiatives d'économie sociale et solidaire sur un même territoire, il y ait une connaissance suffisante. Tout à l'heure, tu faisais allusion à des banques de données qui fassent. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Et du même coup, la coopération est extrêmement difficile et les services qui peuvent se rendre de l'un à l'autre sont extrêmement difficiles et souvent fragiles. Il n'y aura pas vraiment de cheminement vers une autre économie s'il n'y a pas dans le monde même de l'économie sociale et solidaire. Je dois dire qu'il faut aussi un autre niveau, c'est celui qui a beaucoup progressé, mais qui sans doute doit progresser encore, c'est celui de l'économie sociale et solidaire sur un territoire, avec non seulement la collectivité territoriale, mais certaines autres institutions d'enseignement, de formation. Il n'y aura rien sans cela. Et enfin, je dirais qu'il n'y aura pas de progrès décisif vers une économie sociale et solidaire s'il n'y a pas aussi une autre forme de gouvernance de l'État. Si l'État n'est pas capable de faire avec les collectivités territoriales et avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire une véritable concertation, il n'y a pas aujourd'hui de lieu où on pense le développement de l'économie sociale et solidaire, ni au niveau du territoire, ni au niveau national, et encore moins au niveau européen. Donc je pense qu'il y a toute une série d'étapes pour arriver à ce que ce cheminement se fasse et que l'économie sociale et solidaire soit vraiment le moyen de cette régénération qu'évoquait Edgar Morin et Christiane tout à l'heure. Bonjour, Marie-Annick Leroy, communauté de communes Covalet de Seine. Ma question s'adresse à M. Canfin. J'ai eu l'occasion de lire votre livre sur ce qu'il ne faut pas, il ne faut pas toujours croire ce que vous disent les banques. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, à peu près ça. Et j'ai pu remarquer le travail remarquable que vous avez fait en tant qu'élu nuisible dans cette commission financière. Alors ma question, vous avez dit effectivement que c'était un lieu qui était indispensable pour repenser la gouvernance, repenser les institutions, l'Europe d'une manière générale. Et ça rejoint ce qu'a dit M. Calam. Alors sur l'ESS, moi je voulais savoir s'il y a une commission dédiée ou est-ce que c'est dans une commission économique que le travail se prépare. Est-ce qu'il y a une différence de perception, comme vous l'avez souligné, dans cette commission d'une perception française de l'économie sociale et solidaire et par rapport aux autres pays européens? Et comment se prépare ce travail-là au niveau européen et comment on aboutit à la directive européenne pour le fonds consacré à l'ESS? Bien, Pascal Canfin va nous répondre à tout ça en 1 minute. N'est-ce pas? Bien sûr. Et tu m'enlèveras le temps de parole, le fait de rétablir le vrai titre du livre pour que tout le monde le sache. Non, c'est ce que les banques vous disent, même moi je finis par l'oublier, ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire. C'est presque ce que vous avez dit.
La réalité, c'est que c'est quasiment un non-sujet en Europe, l'économie sociale et solidaire. Et que c'est en train d'émerger essentiellement aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, parce qu'il y a un commissaire français qui s'appelle Michel Barnier, qui est certes UMP, mais qui en fait est un gaulliste de gauche, enfin un gauchiste, machin, pas dans le sens, un gaulliste de gauche, et de progrès. Mais il s'est défini lui-même, si vous voulez, comme un gaulliste de gauche, parce que le centre de gravité gauche-droite au niveau européen, il est au centre-gauche de l'échiquier européen. Et lui porte très clairement le fait de faire avancer le chantier de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est lui qui a poussé pour la création de cette directive, et maintenant elle est en négociation. Objectivement, il y a quelques pays qui sont plus sensibles à ces thématiques que d'autres. Si je prends le sujet sur les services d'intérêt général, notamment les services sociaux d'intérêt général, c'est la France, l'Allemagne, le Benelux. C'est vraiment le cœur des États qui s'intéressent à ces questions-là, qui ont des réseaux qui mobilisent, qui essayent de protéger une façon de produire des biens et des services. Au sud, à l'est et même au nord, pour l'instant, ce n'est pas un sujet, si vous voulez. Donc, là où c'est traité, ce sera le dernier élément de ma réponse, c'est que c'est essentiellement traité dans la commission marché intérieur. Ce qui vous donne une idée du surpoids idéologique qu'il peut y avoir quand on traite l'économie sociale et solidaire dans la commission marché intérieur. Et donc, nous, on se bat effectivement pour avoir, dans le cadre d'un intergroupe qui est présidé par Françoise Castex, qui est députée européen socialiste Sud-Ouest, et c'est un intergroupe transpartisan, où on essaie justement de faire émerger au Parlement européen ces sujets-là, mais surtout de distiller des problématiques économie sociale et solidaire partout. Parce que je crois qu'on est au cœur de la problématique depuis le début. C'est à la fois des enjeux sectoriels, identitaires, voilà, et puis des enjeux transversaux. Et quand l'Europe, aujourd'hui par exemple, ça vous paraît a priori loin de l'économie sociale et solidaire, mais moi je négocie le texte sur les agences de notation. Si on arrive à mettre une grille de lecture, obliger les agences de notation dans leur méthodologie à prendre en compte des critères sociaux et environnementaux, on voit très bien que derrière, l'impact que ça aura sur les politiques publiques et donc sur les acteurs qui co-construisent ces politiques publiques est déterminant. Pareil pour les normes comptables. Bon, donc on a des batailles au niveau européen qui me paraissent extrêmement loin de l'économie sociale et solidaire, mais moi je fais vraiment le lien entre les deux. Et puis je conclurai, puisque j'ai passé mon tour la dernière fois, je conclurai sur quelque chose que Claude Alfandéry maintenant va connaître par cœur, puisqu'il m'a entendu le dire il y a 2 jours, c'est les 3 leviers du changement social. Et je pense que c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir une méthode pour penser le changement. Qu'est-ce qui fait qu'on change en tant qu'individu ou en tant que collectif, association, entreprise, territoire? Pour moi, il y a 3 leviers. Soit c'est son intérêt de changer, soit on change avec des valeurs. Hein, je choisis d'aller dans telle direction. Ce n'est pas forcément mon intérêt financier, pas mon intérêt à court terme, mais je choisis de le faire parce que je pense que c'est vers ça que le monde doit aller. Et puis, il y a l'obligation. Ce n'est pas mon intérêt, ça ne me fait pas spécialement envie, mais désolé, je n'ai pas le choix. Et donc, c'est en articulant ces 3 dimensions qu'on arrive à faire bouger. Évidemment, le numéro 1, pour nous, c'est les valeurs, puisque c'est des valeurs de coopération, les valeurs qu'on a évoquées, qui doivent essayer de gagner la bataille des idées. Mais on se heurte assez vite à des logiques d'intérêt. Et donc, il faut construire les cadres de politique publique qui font que c'est de l'intérêt des acteurs de bouger dans le sens de développer l'ESS. Pas simplement parce qu'ils trouvent que c'est bien, mais parce que c'est leur intérêt. Et puis le 3e élément, mais ça en démocratie, ça doit devenir en 3e, c'est l'obligation. Et typiquement, les clauses sociales et environnementales aujourd'hui, c'est notre bataille au niveau européen, vous savez que c'est du droit européen, c'est de faire en sorte que ce soit obligatoire. Et là, je renvoie une toute petite pique dans la balle des élus que vous êtes, locaux. La différence incroyable entre la façon dont les collectivités allemandes se sont saisies de ces sujets-là et la façon dont les collectivités françaises ne se sont pas saisies de ça. Le droit européen permet de mettre en place des clauses environnementales et des clauses sociales.
plus de la moitié des appels d'offres des marchés publics en Allemagne comportent des clauses environnementales. Un peu moins pour les clauses sociales, mais la moitié des clauses environnementales. En France, c'est quoi? 5%. Enfin, du temps où j'étais à Alter Eco, c'était Alternatives économiques, c'était 5%. Peut-être c'est 10 maintenant. Mais il n'y a pas eu de généralisation. Et donc là, on est vraiment sur un sujet où il y a la norme, et puis il y a l'appropriation culturelle, et c'est de la responsabilité, effectivement, sur les territoires. Et là, on aurait une bonne articulation entre les combats qu'on mène au niveau européen et la façon dont vous pouvez vous en saisir au niveau local. Moi, je voudrais revenir sur les propos de notre pape de l'économie sociale solidaire, Claude, qui a utilisé dans son propos 4 ou 5 fois le mot territoire. C'est un mot qui est utilisé, réutilisé, usé, voire abusé, et moi j'y accroche la notion de territoire pertinent. Depuis que je travaille dans le social en particulier, ça fait 35 ans que je recherche le territoire pertinent. C'est un peu comme l'horizon, quoi. Plus on en approche, plus... Et donc, quand on parle de territoire, je voudrais que nous puissions y accoler un mot qui fera plaisir à un député européen, c'est le mot de subsidiarité. C'est-à-dire de vouloir rechercher à un endroit donné, avec des forces données, une solution donnée qui peut être différente d'un territoire à un autre. Et je pense que dans notre pays, on confond uniformité et unité. Il peut y avoir de l'unité sans qu'il y ait de l'uniformité dans la réponse. Et ça, c'est très révolutionnaire dans un pays que je considère comme, encore une fois, culturellement jacobin. Et ce n'est pas l'actuelle politique gouvernementale qui me fera dire le contraire. Ce qui me permet de dire que la réponse à ce jacobinisme qui empêche l'émergence de solutions adaptées au territoire, c'est la décentralisation. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase que je qualifierais de décentralisation pénitence, alors que nous avons connu pendant quelques années, pas nombreuses, je le reconnais, une décentralisation providence, pas au sens assistance financière au territoire, mais au sens créativité venant des élus et de tous ceux qui les entourent au travers de conseils de développement ou autres en tant que tels. Donc ça, c'est une dimension très importante qu'il nous faut réinventer. Par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je pense que l'ESS a besoin, pour se développer, de politiques, tu as parlé de politiques, qui s'investissent et qui ont les moyens de pouvoir le faire. Il faut être très clair. Michel Dinet va me succéder comme président de conseil général ici à cette table dans quelques instants. C'est son discours permanent. Disant, mais comment voulez-vous qu'on puisse être imaginatif si on ne nous paye pas, entre guillemets, les dépenses obligatoires qui sont portées par la collectivité réparatrice que sont les départements. Donc voilà une dimension importante. En conclusion, je voudrais reprendre le proverbe africain. Je voudrais reprendre le proverbe africain de notre ami Pierre Calam, qui a dit on ne ramasse pas une pierre avec un seul doigt. Il y en a un autre qui me plaît beaucoup, c'est quand on est seul, on avance vite, quand on est plusieurs, on avance loin. Et je pense que c'est très complémentaire en termes de proverbe. Alors, pour être quand même un peu français, Henri Dunant est quelqu'un que vous connaissez tous et qui a eu cette très belle phrase et que je reprends souvent, d'ailleurs que je vais reprendre dans un ouvrage que je vous recommande, que j'ai commis, qui va sortir bientôt aux éditions Territoriales, qui s'appelle L'écrit d'alerte. Oui, je fais aussi ma petite pub, moi, il n'y a pas de raison. Et Henri Dunant disait, seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'on peut changer le monde, y parviennent. Donc, mes amis, soyez fous. Bien, donc on va se frustrer parce qu'on va empêcher Pierre de réagir. Juste 2-3 phrases.